Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Cette émission, nous l'ouvrons dans la région du nord du Cameroun où de bons points sont à mettre à l'actif des éléments de la douane camerounaise appuyés par les éléments de force de défense et de sécurité. Ces derniers ont déployé une vaste opération de ratissage de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Le dit ratissage a conduit à l'interpellation et mieux à la saisie d'un important stock d'écailles de pangolin et de poivre. Près de 4 milliards de francs CFA estimés de cette marchandise saisie dans 42 sacs dissimulés dans un camion. Retour cette opération dans ce reportage. Ces sacs, ici à l'image, ont l'air tout à fait normal. Seulement, ces sacs de marchandises, 42 au total, ont un contenu peu ordinaire. Des écailles de pangolin, un mammifère très prisé par des braconniers à travers le monde. Cette marchandise d'un genre particulier vient d'être saisie à Garoua et précisément par les éléments du bureau des douanes de Gashiga, une saisie record de plus de 4 tonnes d'écailles de pangolin géant mélangées à une cargaison de poivre noir dissimulée dans un camion semi-remorque en partance pour le Nigeria, l'un des pays d'Afrique qui participe à la contrebande et au braconnage de cet animal chassé illégalement pour un coût total estimé à plus de 4 milliards de francs CFA sur le marché asiatique. J'ai un de mes agents qui a reçu le dossier partant du poste de la permanence. Après l'examen du dossier, le chef d'escouade a porté cela à mon attention. L'examen de ce dossier m'a permis de constater des incohérences que j'ai jugé utile de porter à l'attention de monsieur le chef de bureau. Ensemble, nous avons davantage examiné le dossier et nous avons pris la résolution de procéder à la visite physique des dites marchandises. Et laquelle visite nous a permis effectivement de découvrir que dans ce camion, il y avait non seulement le poivre sauvage qui avait été préalablement déclaré, les écailles de pangolin aussi, ce qui nous a immédiatement conduit à l'opération qui nous rassemble tous ici aujourd'hui, à savoir la saisie de 42 sacs d'écailles de pangolin. Ce coup de filet confirme l'efficacité du dispositif de surveillance mis en place par la douane camerounaise avec l'appui des forces de défense et de sécurité dans le but de lutter contre le trafic des espèces sauvages protégées. Par ailleurs, cette importante saisie survient après une alerte donnée par les autorités nigérianes sur une forte activité de braconniers observée des deux côtés de la frontière camerounaise et nigériane. Le 5 février, la douane Nigeria avait interpellé les autorités camerounaises. Il y a un corridor de transit que le contrebandier, le contrevenant passe avec les espèces protégées comme les évals et les écailles de pangolin, et que le Cameroun, c'est un corridor que se passe au Cameroun pour le Nigeria et vers l'Asie. Les autorités administratives se réjouissent également de cet important coup de filet de la douane camerounaise qui fait passer à travers cette opération un message fort à l'endroit des braconniers. Et c'est un message qui est adressé à ceux qui sont tentés de prendre des raccourcis pour pouvoir s'enrichir et poser des actes illicites et hostiles. Hier, c'était des engins explosifs. Nous sommes devant une cargaison très importante qui permet de décimer la biosphère et la faune de l'Afrique. Et je voudrais à ce moment-là vous dire qu'il n'y a pas de tolérance zéro pour ce genre d'activité illicite et hostile. Les écailles de pangolin sont recherchées en Asie du Sud-Est pour leur prétendue propriété médicinale contre l'acné, le cancer ou l'impuissance. Selon les organisations non gouvernementales, 1 million de pangolins ont par ailleurs été chassés dans les forêts d'Afrique et d'Asie au cours des 10 dernières années, à mesure que l'appétit pour le quadrupède s'envolait en Chine ou au Vietnam. Le pangolin, dont le commerce est strictement interdit depuis 2016, est protégé par le traité international sur le commerce des espèces sauvages, CITES, et pour lequel le Cameroun est signataire.
Session parlementaire du mois de mars. Les travaux se poursuivent au palais des congrès de Yaoundé ce vendredi. Durant la session consacrée aux discussions générales, les députés ont adopté les 3 projets de loi soumis à leur examen et parmi ces projets, celui portant sur l'accord de partenariat économique bilatéral qui met en exergue le Cameroun et le Royaume-Uni. Armand Bisngomon et Elvis Ngwe. Le renforcement des relations économiques, commerciales et diplomatiques entre Yaoundé et Londres, matérialisé par la signature le 9 mars 2021 à Londres d'un accord de partenariat économique bilatéral pour permettre au Cameroun de continuer à bénéficier d'un accès préférentiel sans droit de douane et sans contingentement pour la totalité de ses produits sur le marché britannique. Ceci dans le but de s'arrimer à la nouvelle position de la Grande-Bretagne qui s'est officiellement retirée de l'Union européenne le 31 décembre 2020. Ça c'est vraiment compris, chaque partie de compte sont très principales. En 2019, le total des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et le Cameroun s'élevait à 200 millions de livres sterling, soit plus de 145,1 milliards de francs CFA. Les principaux produits d'exportation du Cameroun vers le Royaume-Uni, la banane, 27 millions de livres sterling, soit 12% des exportations totales de la banane camerounaise. Le bois et les produits du bois, 25 millions de livres sterling, soit 16,1% des exportations. Ou du pétrole brut, 62,1% des exportations totales sur la période de 2013 à 2017. À l'inverse, toujours en 2019, les Britanniques ont vendu pour 51 millions de livres sterling des marchandises au Cameroun, diverses machines et appareils mécaniques ou électriques, des boissons, des hydrocarbures, des véhicules, des produits pharmaceutiques et bien d'autres. D'après des statistiques, la Grande-Bretagne, ces 5 dernières années, se classe au 11e rang des marchés à l'exportation du Cameroun avec 2,1% des exportations totales et au 18e rang des fournisseurs du Cameroun avec 1,4% des importations totales. Dans le même temps, on apprend que les importations en provenance de la Grande-Bretagne pourraient augmenter de 30%, mais l'impact fiscal pourrait être minimisé. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, a défendu l'ordonnance signée le 19 janvier 2021 par le président de la République en vue de la prorogation à l'égard du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord des effets de l'APE Cameroun Union européenne. La Chambre a adopté ce texte en examen, ainsi que 2 autres visant à autoriser le président de la République à ratifier l'accord cadre militaire entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République de Turquie et l'accord de coopération entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République de Turquie en matière de formation militaire adopté le 3 janvier 2018 à Ankara. Nous restons dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, pour nous intéresser au plan triennal spécial jeune, bilan plutôt satisfaisant au terme de la réunion d'évaluation et relative, et précisément en rapport avec les activités de réappropriation des plans d'affaires et sessions complémentaires des jeunes bénéficiaires des QV 2020-2021 en cours de financement à travers le triangle national. C'était sous la présidence du ministre Mouna Fotso, le patron du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Une fois de plus, Armand Bisngomon et Elvis Ngwe. Le plan triennal spécial jeune a montré des résultats très positifs depuis son lancement en 2017. L'évaluation des activités de réappropriation des plans d'affaires et sessions complémentaires des jeunes bénéficiaires des QV 2020-2021 en cours de financement réalisé par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a permis de démontrer la bonne maîtrise des services par les acteurs impliqués et leur impact social sur la population cible. Cette phase de réappropriation par à la fois nos collaborateurs, mais également les jeunes eux-mêmes,
a été un succès puisque le taux de participation est au-delà de 90%. Les difficultés relevées sont mineures. Donc il me semble que globalement, nous sommes sur le bon chemin et les financements des premières cuvées dont le chef de l'État a parlé dans son premier discours, aujourd'hui ils sont en phase d'installation. Ce plan actuellement implémenté dans les 360 arrondissements du pays ainsi que dans la diaspora, c'est 10 428 582 607 francs CFA débloqués pour un financement de 5 378 projets de jeunes et 16 134 emplois directs créés. Et pour accroître davantage l'impact de cette initiative, atteindre le niveau de rentabilité souhaité et maintenir cette offre de services aux jeunes de manière durable, le MINJEC bénéficie en 2021 d'un montant de 3 milliards de francs CFA inscrit dans son budget, dont une partie servira à l'aménagement et l'équipement des 75 villages pionniers de seconde génération et 25 clusters économiques. De même, 1118 projets de jeunes entrepreneurs seront directement financés. Nous avons demandé surtout de nous faire tenir tous les projets matures des jeunes, notamment dans les villages pionniers, les clusters qui sont matures, pour que nous continuions le plaidoyer en vue de financement de tous ces projets. Je rappelle qu'il y avait près de 32 000 business plans élaborés en 2019. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les financer progressivement. Les métiers de l'artisanat, l'agriculture, l'industrie, l'élevage, l'économie numérique et l'innovation technologique se positionnent comme de véritables niches d'emploi pour ces jeunes entrepreneurs camerounais. Le gros challenge ici sera de faire face à certaines insuffisances observées sur le terrain lors de cette évaluation. Mais cela n'enlève rien à cette histoire rendue possible grâce à un gouvernement qui croit en la capacité de ces jeunes à construire et gérer leur propre micro-entreprise. Nous parlons toujours d'économie, notamment des flux financiers de la diaspora à destination de l'Afrique qui ont considérablement diminué, et ce, à raison de la pandémie Covid-19 qui continue de sévir à travers le monde. C'est d'ailleurs à l'issue d'un récent sondage rendu public par la Banque africaine de développement. Les précisions de Patrick Ngoignan. Les diasporas africaines n'ont pas été épargnées par la crise sanitaire et économique, entraînant logiquement une baisse du niveau des transferts de fonds à destination de l'Afrique subsaharienne en 2020, que l'on estime à près de 20%. Un choc financier considérable, alors que dans une récente enquête auprès des diasporas africaines résidant en France, les émetteurs sont 77% à penser que les récipiendaires dépendent de ces transferts pour vivre. Si la crise du Covid-19 va donc faire chuter temporairement le niveau des transferts, il ne fait aucun doute qu'ils retrouveront leur volume d'avant-crise rapidement et même les dépasseront. Mais l'autre constat de cette étude est l'accélération de la digitalisation des transferts de fonds avec le contexte sanitaire. En effet, 31% des personnes interrogées qui ont envoyé de l'argent en 2019 ont davantage eu recours aux transferts via Internet ou mobile en 2020. La Banque africaine de développement identifiait notamment des besoins spécifiques aux membres de la diaspora disposant de revenus plus élevés, prêts à la création d'entreprises ou prêts immobiliers ou fonciers dans la perspective d'un retour au pays. Ces membres de la diaspora ne cherchent pas un simple service de transfert de fonds, mais une véritable solution leur permettant de financer les besoins de santé préventifs, d'investissement dans le capital humain, comme l'éducation, la formation ou le renforcement des compétences et de financement de l'entrepreneuriat. L'opérateur qui sera capable de fournir le meilleur bouquet de services autour des envois de fonds se distinguera naturellement de ses concurrents. Face à leurs concurrents internationaux, solidement implantés mais sans spécificité régionale, les solutions africaines ont une opportunité pour se démarquer avec des offres sur mesure correspondant aux besoins des diasporas et aux réalités du continent africain. Et
puis intéressons-nous à la vie dans les collectivités territoriales décentralisées, et précisément celle de Douala 4e, qui est administrative et de gestion du maire de receveur municipal pour l'exercice 2020. La dite session qui a par ailleurs conduit à la présence effective du préfet du département du Vouri, Benjamin Mboutou, a essentiellement porté sur l'amélioration du cadre de vie des populations. Reportage. Les comptes administratifs et de gestion de la commune d'arrondissement de Douala 4e sont bons. Ces comptes examinés en commission ont ensuite été adoptés en session plénière par les conseillers municipaux RDPC, SDF et PUS qui composent l'organe délibérant. Moi, je sors de cette session assez satisfait. Vous savez, l'année 2020 a été une année très difficile, mais dans le cadre de la résilience, la commune de Douala 4e a pu quand même tenir, je ne dirais pas la barre très haut, mais elle a quand même tenu. Ça veut dire que les choses ont été faites, les réalisations n'ont peut-être pas atteint ce qu'on aurait souhaité, ils étaient à 51%, mais comme je l'ai dit tantôt, le contexte sanitaire a beaucoup joué, mais Dieu merci, la commune a pu tenir. Et c'est ça l'essentiel. Un an après l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante à l'exécutif municipal de Douala 4e, il s'est agi pour les conseillers municipaux de passer en revue l'ensemble des projets mis en œuvre pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Nous sommes en début d'année. Il va falloir mettre l'accent sur le recouvrement des recettes locales. La taxe locale doit être recouvrée. Et quand je parle de la taxe locale, j'y vois l'impôt libératoire, la taxe foncière, le droit de place et tout cela. Vous savez, Douala 4e est une ville industrielle. Ce qui veut dire qu'il y a suffisamment d'opérateurs économiques. Et si tout le monde s'acquittait de sa taxe, je crois que cette commune serait la commune la plus riche même du Vouri. Bon, moi je sais qu'actuellement il y a une équipe dynamique qui va se mettre au travail. Et si la pandémie ne venait pas encore nous jouer un mauvais tour, je crois que l'année 2021 sera une année meilleure. Nous l'avons d'ailleurs placé sur de meilleurs auspices. L'exercice fait en présence du préfet du département du Vouri, autorité de tutelle et du délégué régional de la décentralisation et du développement local, a aussi permis à l'exécutif municipal de prendre un certain nombre d'engagements vis-à-vis de l'organe délibérant et des populations. Nous avons pris les rênes de cette mairie dans un contexte de pandémie lié à la Covid-19. Nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais je pense qu'en 2021, nous ferons plus. Comme l'a dit le préfet tout à l'heure, il faudrait que l'on puisse améliorer nos recettes propres. Et nous allons donc tout mettre en œuvre pour pouvoir les améliorer. Que depuis l'entrée en fonction de ce conseil et de l'exécutif, après chaque conseil, les recommandations qui sont faites sont appliquées. Donc on attend la suite. On ne saurait dire maintenant que tout va bien ou tout va mal. Au terme de cette session du conseil municipal de Douala 4e consacrée à l'examen et à l'adoption des comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2020, durant lequel l'organe délibérant s'est résolument investi à l'amélioration du cadre de vie des populations, les conseillers municipaux pour l'occasion ont été revêtus de leurs différents attributs, consacrant ainsi l'effectivité de leurs fonctions. Nous restons dans le 4e arrondissement de Douala qui a justement abrité une concertation des gardiens de la tradition au menu de leurs travaux, la paix, le vivre ensemble entre les fils et filles du Cameroun. Reportage. Le temps d'une journée, les gardiens de la tradition, venus de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, du nord et du littoral, échangent autour des problématiques majeures pour le devenir du pays. Au cœur de ce rassemblement, des têtes couronnées, les problématiques de politique socio-économique, mais davantage de vivre ensemble et de paix pour le Cameroun. C'est bien de tirer sur la jeunesse, mais il faut qu'on leur propose quelque chose. Et il nous appartient à nous, les chefs traditionnels, de proposer quelque chose à cette jeunesse. On ne va pas tous faire la même chose, mais dès que quelque part il y a une activité qui est menée, les autres vont juste être les relèves. J'ai un peu esquissé les pistes, mais il y aura de gros débats sur certaines choses. La question foncière qui est sortie dans le message.
la question de la dimension des familles, parce que ce n'est plus un secret pour personne. Aujourd'hui, on fait 1 ou 2 gosses, mais nous sommes les Africains. C'est vrai, il y a des contraintes économiques, mais en même temps, il faut bien que nous puissions perpétuer, j'allais dire, notre espèce. Donc le message qu'il y avait de côté, c'était ça, le foncier, et aussi nous avons incité la jeunesse à avoir des enfants, à se marier, à avoir un socle familial solide. Autour de l'arbre à palabres, un appel est lancé à l'endroit des ancêtres pour une cohésion d'ensemble des acteurs étatiques, politiques, culturels, sportifs, mais surtout traditionnels pour le développement du Cameroun. La présence ici, c'est le vivre ensemble qui m'a amené. En plus de cela, c'est un frère, c'est un collègue. Alors, nous avions les mêmes objectifs, c'est-à-dire le développement de la culture et la pérennisation de cette culture pour que nos jeunes puissent hériter de cela. Les hommes sont des êtres culturels, c'est-à-dire que nous ne vivons pas seulement de pain, mais nous vivons de culture. Et vous savez que l'enjeu pour le développement de l'Afrique, c'est aussi le retour vers soi-même et le retour vers les sources. C'est pour ça que la ville de Douala encourage beaucoup ce genre d'événements culturels qui permettent à notre jeunesse de savoir ce que nous sommes. Parce que tu ne peux pas envisager l'avenir si tu ne sais pas très bien ce que tu es. Et pour agrémenter cette rencontre, quoi de mieux que les groupes de danse traditionnels pour une expression corporelle à travers des danses de musique patrimoniale. L'idée des gardiens de la tradition, ainsi réunis à Sodiko Village dans le 4e arrondissement de Douala, reste la transmission des valeurs qui font du Cameroun un pays un et uni dans sa diversité culturelle. Nous parlons à présent de sport et précisément des rencontres de la 5e journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Plusieurs rencontres sont jouées jeudi et vendredi. Retour sur les résultats de ces différentes confrontations. Rappelons que le Cameroun a plié les Chines face au Cap-Vert sur le score d'1-3. Le fait majeur de cette 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 vient de Praia, où le Cameroun est tombé 3-1 face à une redoutable équipe du Cap-Vert qui voulait se refaire une santé dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Dans la foulée, la Guinée équatoriale a battu la Tanzanie 1-0. La Tunisie a fait plier les Chines à la Libye sur le score de 5-2. Le Gabon également a imposé la loi du domicile 3-0 face à la République démocratique du Congo. Le Botswana, quant à lui, est tombé devant le Zimbabwe 0-1. La Gambie a également imposé la loi du domicile à l'Angola sur la plus petite démarche 1-0. Le Togo et les Comores sont séparés sur le score de 0 partout. Score de parité également pour le Kenya et l'Égypte, 1 partout. L'Afrique du Sud aussi a finalement partagé les points avec le Ghana dans la poule à la suite de leur match terminé sur le score d'1 partout. Au finish, la Zambie et l'Algérie se sont également séparés sur un score de parité, 3 partout. À l'issue de la publication du rapport Clicker, c'est précisément ce qui fait l'actualité au Rwanda. Quelle a été la responsabilité exacte de la France dans le génocide au Rwanda ? 27 ans après les faits, la commission Duclerc estime que Paris porte des responsabilités lourdes et accablantes. Pour les historiens de la commission, les autorités françaises ont soutenu un régime raciste, corrompu et violent du gouvernement Hutu de l'époque. Leur grille de lecture ethniciste les a menés à lui livrer des quantités considérables d'armes face à une rébellion Tutsi, considérée comme pilotée depuis l'Ouganda anglophone. Les autorités françaises ont mené une politique qui est une politique qui a été totalement déconnectée de la réalité, une politique qui portait les stigmates de la colonisation ultra-ethniciste et au fond a accentué, la crise ethnique, s'est alignée sur le régime du président Habyarimana.
Pour la commission, la France est restée aveugle face à la préparation du génocide. En 2019, France 24 a diffusé le témoignage du chef de la coopération militaire de l'époque qui affirme avoir alerté ses supérieurs sur la menace imminente d'un génocide sans que la France ne réagisse. Le rapport revient aussi sur le fait que la France ait refusé d'arrêter des responsables Hutus lorsqu'ils sont entrés dans une zone humanitaire mise en place pour les survivants. Voici l'explication d'Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée à l'époque. Le mandat des Nations Unies, il est humanitaire, il n'est pas judiciaire. C'est pas le bras armé d'une cour pénale. La France était-elle pour autant complice des génocidaires ? Le rapport estime qu'aucun document ne vient le démontrer. L'Élysée a réagi ce soir en assurant que la France allait continuer sa lutte pour que les responsables de génocide ne bénéficient d'aucune impunité. Et puis toujours dans la page internationale, nous nous intéressons à l'élection présidentielle au Bénin. Le président Patrice Talon, président sortant et par ailleurs candidat à sa propre succession, entre en campagne. La carte du Bénin vissée sur la tête, Patrice Talon entre officiellement en campagne. C'est face aux syndicats étudiants et jeunes militants politiques que le président sortant a choisi de donner son premier meeting. Et ce vendredi matin, la jeunesse a un message à lui passer. Nous avons été oubliés. Si nous décidons de vous faire confiance à nouveau pour les 5 ans à venir, quelle est l'assurance et la garantie que la jeunesse pourrait avoir qu'elle ne sera plus rangée aux oubliettes et facilement travaillée? Beaucoup d'étudiants sont formés, mais à la fin de leur formation, restent à la maison avec des diplômes. Pas seulement en licence, en master, en doctorat. On forme en griffe des chômeurs. Le cri du cœur de cette génération heurtée de plein fouet par le chômage de masse pousse Patrice Talon à débuter sa prise de parole par un aveu. Il a exprimé un sentiment que je partage. Permettez-moi le terme, mais je suis sincère. Honteusement depuis 5 ans. Selon le président, la priorité de son premier mandat était de développer les infrastructures nécessaires au développement économique. Mission accomplie selon le candidat, qui promet désormais de se concentrer sur la création d'emplois. Et cela commencerait par développer les formations. Nous formons des milliers de personnes prêtes aux emplois support, le marketing, ressources humaines. Mais avant de vendre quelque chose, il faut produire d'abord, non? Qu'est-ce qu'on produit au Bénin? Le président candidat s'engage alors à créer 37 centres de formation technique. Et pour favoriser l'essor industriel, il promet une connexion Internet partout dans le pays. Madame, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous.